Cette saison en NBA, avec les arrivées de joueurs comme Victor Wembanyama ou encore Scoot Henderson pour la prochaine draft, du tanking, on en a vu, et pas qu'un peu. Mais le tanking, qu'est-ce que c'est la volonté de faire en sorte de ne pas être compétitif sportivement, pendant au moins une saison, afin de maximiser ses chances d'obtenir le premier choix. Et là, entre les Rockets, les Pistons, les Hornets ou les Spurs, de nombreuses équipes ont pratiqué cette stratégie afin de pouvoir essayer de rêver un petit peu à l'intérieur français. Ceci dit, ne croyez pas qu'il s'agit d'une pratique nouvelle, c'est juste qu'aujourd'hui on l'assume un peu plus, on le cache un peu moins. En vrai, ça fait un bail dans la grande ligue que des franchises qui n'ont que peu d'espoir de titre tankent volontairement pour éviter de terminer dans le ventre mou, afin de se donner un espoir de progresser significativement lors de la prochaine draft. Même si évidemment les différents commissionneurs qui se sont succédés n'ont jamais été de grands adorateurs de cette méthode, vu que pour vendre la NBA aux fans il faut du spectacle, les exemples sont super nombreux. Les règles ont eu beau changer ces dernières années, afin de donner moins de chances d'obtenir le first pick à l'équipe possédant le pire bilan de la ligue, ou encore avec l'instauration du play-in, histoire que plus de teams puissent jouer quelque chose en fin de saison, la réalité est bien là. Le tanking n'a toujours pas disparu et tant qu'il y aura de gros prospects, attendez-vous à ce qu'il reste parmi nous. Nous pourrions vous raconter tout un tas d'histoires à ce propos, mais celle qui nous a le plus marqué, mais aussi fait le plus marrer, concerne la fin de saison 2005-2006. Pour en parler, place au dernier match de cet exercice, entre les Timberwolves et les Grizzlies, lors d'une rencontre depuis surnommée le Mark Madsen Game, un vrai cirque. Mais alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, rappelons les faits et le contexte. Si Minnesota avait plutôt bien commencé sa saison, avec un bilan de 16 victoires pour 6 défaites, les résultats de l'équipe ont très rapidement chuté sous les 50% au mois de février. À partir de ce moment-là, les Wolves se sont vite rendus compte qu'ils n'atteindraient pas les playoffs et comme objectif, ils n'avaient rien d'autre que la draft. Celle-ci n'était pas forcément légendaire vu qu'Andrea Bargnani fut choisi en 1, mais il y avait quand même quelques beaux noms comme Lamarcus Aldridge, Brandon Roy, Rajon Rondo, Paul Millsap ou encore Kyle Lowry. Mais ça, la valeur de la draft du côté de Minneapolis, on semblait s'en foutre. Ce qu'on voulait, c'était finir à la pire place possible afin de s'ouvrir un maximum de choix et d'opportunités potentielles le soir de cette draft. C'est pour ces raisons sombres que Kevin Garnett fut mis sur le banc pour les 6 dernières confrontations de la saison. Alors avant ce dernier match, les Wolves présentaient un bilan de 33-48, et s'ils remportaient la rencontre devant les Grizzlies, ils finiraient mieux classés que les Celtics, qui ainsi auraient obtenu plus de chances de récupérer le first pick. Dans ces conditions, croyez-vous vraiment que les hommes de Dwayne Casey, qui coachait à l'époque, ont joué la victoire à fond ? Eh bien non, absolument pas, c'est même l'inverse qui s'est passé. Mais le problème c'est que du côté des Grizzlies, qui après leur victoire face aux Clippers lors du match précédent étaient assurés de terminer à la 5e place de l'Ouest, on ne jouait plus rien non plus. L'objectif pour cette dernière rencontre était avant tout de reposer les cadres avant le premier tour qui devait se jouer face aux Mavericks, futurs finalistes. Des joueurs comme Pau Gasol et Damon Stoudemire furent ainsi exclus de la feuille de match, et dans cette rencontre, la part belle fut donnée aux remplaçants. Tout ça on connaît, de nombreuses saisons en NBA finissent de cette façon. Là on ne va pas se mentir, lorsque l'on regardait les feuilles de match entre une équipe qui voulait perdre et une autre qui s'en foutait de gagner, les effectifs des Wolves et des Grizzlies ressemblaient davantage à ceux d'une Summer League qu'à ceux d'une saison régulière NBA. Mais là, problème pour Minnesota, ils se mettent à dominer la rencontre, jusqu'à mener 3 points à 38 secondes de la fin d'un match que l'équipe devait perdre. Aïe, c'est là que ce match se transforme en grand n'importe quoi. Les Wolves lancent un système qui devait permettre à Mark Madsen, un intérieur besogneux qui ne s'éloignait jamais trop du cercle, de prendre un tir, à 6 mètres, ce qui est déjà très loin pour lui. Ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est qu'en aucun cas il n'avait la main chaude, lui qui affichait une adresse de 1 sur 6 dans cette rencontre avec une grande majorité de ses shoots pris dans la peinture. Pour faire simple, si on voulait rater un tir à ce moment-là du match, il n'y avait pas mieux que Madsen. Comme prévu, il se foire et Memphis a l'occasion de recoller. Et là, que fait l'intérieur ? Il oublie complètement de défendre sur Brian Cardinal, laissé seul à 3 points, qui remet le match à égalité, 80 partout. Sur l'action d'après, les Wolves perdent la balle, mais Dante Jones des Grizzlies laisse échapper la gonfle à son tour. Prolongation. Déjà, vous allez dire que cette façon de perdre le match, volontairement, visiblement, par Minnesota, était plus que grossière, mais ce n'est que le début, c'est bien ça le pire. Et le truc dingue, c'est que même le public réclamait une défaite à domicile, les fans hurlant sans arrêt les mots draft pick, comme pour rappeler aux Wolves quels étaient leurs objectifs. Alors à votre avis, qu'a fait l'équipe de Minneapolis ? Eh bien, elle a servi et resservi Mark Madsen, sans jamais s'arrêter, pour lui demander de tirer à 3 points. Dans cette prolongation, il en prend 2, ratés évidemment, et le souci, c'est que les Grizzlies ne s'envolent pas pour autant. À 35 secondes du terme, Eddie Griffin des Timberwolves obtient même 2 lancers francs qui pourraient permettre à son équipe, menée 85-84, de passer devant. Et vous savez quoi ? Il met le premier et son propre public le pourrit. C'est dans cette ambiance lunaire que l'ailier, volontairement ou pas, on ne saura pas, loupe sa deuxième tentative. Place à la deuxième prolongation. Et là, est-ce que vous imaginez un changement stratégique de la part de Dwayne Casey ? Absolument pas. Madsen tente alors 5 nouveaux triples. Encore une fois, tous loupés, c'est fou.
Dites-vous qu'avant ça, dans sa carrière, il affichait une réussite de 1 sur 9 dans le domaine, en 6 ans en NBA. Là, en à peine 10 minutes de prolongation, l'intérieur n'a tenté pas moins de 7 tirs longue distance, un truc de grand malade. Même le commentateur des Wolves, qui bien sûr voulait la défaite lui aussi, encourageait Madsen à continuer de shooter, comme tout le monde en fait, et ce dernier ne s'est absolument pas privé, une vraie dinguerie. À chaque fois que je touchais la balle, toute la salle me disait de shooter, encore et encore. Ça m'a fait me sentir mal, parce que je savais que s'il me demandait ça, c'est parce qu'il s'attendait à ce que je rate, parce que ce serait bien pour l'équipe. Ah, c'est sûr que shooter, il l'a fait, et il n'a obtenu aucun succès. C'est ainsi, après cet enchaînement de briques tout aussi gênantes les unes que les autres, que Minnesota finit enfin par perdre cette rencontre. Ouf, fin du calvaire. Casey affirmera plus tard que sur le banc, l'ambiance était bon enfant, toute l'équipe en rigolait, à part Madsen peut-être. Après une saison si difficile, l'effectif, selon lui, méritait bien un moment d'amusement. Ce fut réussi a priori. Les gars se sont amusés de cette situation. Après tout ce que nous avons traversé cette année, les gars le méritaient. J'espère juste que nous n'avons pas fait de ce match une parodie. Ouais, pas une parodie, désolé Dwayne, mais c'est raté. Dès que l'ailier fort touchait la balle, toute la salle lui hurlait de shooter. Un autre monde vraiment. Mark Madsen nous a probablement livré la pire prestation au tir de toute l'histoire de la NBA ce soir-là, pour obtenir une défaite qui ne put pas se dessiner avant 2 prolongations. Il a fallu aller la chercher celle-ci, avec un magnifique 1 sur 15 au tir pour le big man. Ce soir-là, le tanking des Timberwolves, qui avait décidé de transformer Mark Madsen en Reggie Miller, était plus que flagrant. Ceci dit, l'objectif fut accompli. Minnesota termina derrière l'équipe de Boston, qui, elle, pour son dernier match, s'était imposée face à Miami. C'était donc officiel, les Wolves auraient plus de chances que les Celtics de choper un bon choix de draft le soir de la loterie. Et c'est ce qui s'est passé, avec Minnesota qui obtint le choix 6 après le tirage au sort, et Boston le choix 7. Sauf que c'était obligatoire, le karma devait frapper. Le soir de la draft, avec leur pick 6, les Wolves décidèrent de sélectionner Brandon Roy, une bonne décision a priori. Par contre, la mauvaise décision fut de le transférer directement à Portland en échange de Randy Foye, qui lui avait été choisi par les Celtics. Aïe aïe aïe, tous ces efforts à travers Mark Madsen pour finalement récupérer un joueur qui, même s'il a fait une carrière correcte, n'a jamais pu être plus qu'un dynamiteur en NBA, c'est triste. Et ça l'est encore plus quand l'on sait que Roy, lui, même si sa carrière fut écourtée par les blessures, a terminé rookie de l'année, avant de devenir 3 fois All-Star, et d'être élu 2 fois All-NBA, ça pique. Ce que l'on pourra regretter, nous par contre, c'est qu'à l'époque, les images ne faisaient pas le tour du monde si rapidement qu'aujourd'hui, et les vidéos de ce match sont extrêmement difficiles à trouver, c'est peut-être tant mieux pour Mark Madsen. Néanmoins, la morale de cette histoire, c'est que oui, le tanking existe depuis longtemps, et à certaines époques, on ne s'en cachait même pas, même s'il y a eu des périodes où ça a été plus tabou. Quoi qu'il en soit, au vu de ce que l'on a raconté, les Timberwolves de 2006 pourront en témoigner, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Et le pire, c'est que Mark Madsen avouera plus tard que tous ces 3 points, il a essayé de les mettre en fait, par ego, juste pour faire taire le public qui se foutait de lui, le pauvre. Mais allez, on se rappellera quand même de lui comme un joueur qui, même s'il n'a jamais tourné à plus de 4 points de moyenne par match en 9 saisons en NBA, aura quand même remporté 2 titres avec les Lakers et aura connu une carrière universitaire plutôt solide à Stanford. Malheureusement pour celui qui était surnommé Mad Dog du temps de la fac et qui avait fini sa saison rookie à 1 sur 1 derrière la ligne à 3 points en NBA, ne remit plus derrière celui-là un seul tir primé de toute sa carrière. Lors de ma saison rookie, j'ai shooté à 100% à 3 points. J'ai fait 1 sur 1. Comme me disait mon ancien coéquipier Greg Foster, si tu ne prends pas le tir, tu ne sauras jamais s'il va rentrer. Avant cette rencontre, et ce désormais fameux 0 sur 7, il n'avait pas tenté une seule fois sa chance de loin sur les 135 matchs précédents, c'est dingue. Au moins, lors de cette rencontre face aux Grizzlies, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé, lui qui ce soir-là avait à cœur de prouver des choses, après une saison pleine de DNP. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opportunité, il l'a manqué, mais que par la même occasion, il est définitivement devenu la coqueluche du Minnesota. Et aujourd'hui, même s'il assume plus ou moins tous les shoots qu'il a pris, il ne cache pas qu'émotionnellement, devenir la risée comme ça de toute une salle lui a demandé énormément de temps pour se remettre mentalement. On le comprend. Imaginez vous retrouver dans une salle, recevoir la balle à 3 points avec tous les fans qui hurlent pour vous dire de shooter. Je n'étais pas bien, donc dans ma tête, je me disais, vous savez quoi, j'ai bossé sur mon jeu, je vais shooter et je vais les mettre. Tout le monde dans la salle connaissait la situation, je la connaissais aussi, mais moi j'étais sur le terrain et j'ai essayé de mettre chacun de mes tirs. Dans mon rôle, j'avais pas mal enchaîné les DNP cette saison-là, et ça me frustrait. Je voulais aller sur le terrain et montrer les choses que je pouvais faire, leur montrer les choses sur lesquelles j'avais bossé. Si je pouvais revenir dans le passé, peut-être que je passerais la balle à quelqu'un d'autre. Mais tous les ballons m'arrivaient dessus. Avouons que pour la confiance, ce n'est pas fou pour un joueur comme Madsen qui avait ciré le banc la majeure partie de la saison. Ce qui est sûr, c'est que sur les 3 campagnes qui ont suivi, avant qu'il ne quitte définitivement la NBA, il n'a alors plus jamais tenté un seul tir à 3 points. Lui qui depuis 7 rencontres a vu ses stats et son temps de jeu s'effondrer, comme s'il avait été traumatisé. Au final, c'est triste à dire, mais même si tout le monde a bien rigolé, le jour de ce Wolves Grizzlies, ce match a peut-être représenté un tournant dans la carrière NBA de Madsen, qui à 33 ans, après son passage à Minnesota, n'a plus jamais retrouvé de contrat. Comme quoi, le tanking, c'est bien, on peut en rigoler aussi, mais il faut tout de même être conscient que ça peut provoquer quelques dégâts collatéraux.
Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.